Bonjour, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre chaque jour et je voudrais vous dire encore 1000 fois merci. Merci également de partager si vous avez apprécié afin que vos amis aussi puissent être édifiés. Avant de recevoir mon prochain jeune entrepreneur, j'ai eu à cœur de partager avec vous l'histoire qui va suivre. Nous sommes encore jeunes et il est très important de se décider à faire quelque chose de notre jeunesse. Quelque chose de productif et de profitable à tous. Si tu hésites encore ou si tu es encore trop occupé à profiter des plaisirs de la vie, cette histoire pourra peut-être t'aider à te décider. Flavien est un de mes collègues. Il y a maintenant 2 ans, il a été victime d'un grave accident de circulation. Je lui ai demandé de nous raconter son histoire et il a accepté. Je vais donc te demander de trouver une place confortable et de suivre l'histoire de Flavien. Tout au long de la vidéo, je ferai des pauses pour apporter certains commentaires. Mais l'histoire, c'est lui-même qui la raconte. Allez, on y va. Flavien, bonjour. Bonjour. Voilà, donc tu es technicien à l'hôtel Rendama et il y a quelques années, donc 2 ans si je ne me trompe pas, Oui, 2 ans. il y a 2 ans, tu as vécu quelque chose de terrible. D'accord? Tu as vécu un accident de la circulation. Est-ce que tu peux nous raconter ton accident? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter ton accident? Ok. C'était un 17 août. Avant ce 17 août, on avait férié. C'était un férié. On avait travaillé lundi. Et mardi c'était férié, mercredi c'était férié. Et jeudi c'était le 17 août 2017. C'est comme ça que je me rends chez mon papa qui nous avait fait appel sur la route de Cocoliche, en particulier en Zandam, donc avant à Coq, pour ceux qui connaissent la route. Quand je me rends là-bas, je suis parti avec ma femme. Nous avons pris le bus à Massy. Et au niveau du carrefour à Caillé, il y a eu un goumier qui sortait. Et quand le goumier sortait, il n'a pas vu le bus là où on était à bord. Un taxibus. Un taxibus venir. Il est directement sorti. Et heureusement que le chauffeur était vigilant. Et c'est comme ça que dans mon cœur, je sens quelque chose qui me dit descends et dis à madame que non, bon, on n'a pas appelé. Je n'avais pas entendu une voix audible, mais c'était comme un pressentiment qui me dit non, descends, dis à madame qu'on n'a pas appelé. Et après ça, j'ai raisonné, je me suis dit, mais si je l'avais ça, peut-être elle va dire que oh, bon, je me suis mis à penser à sa place. Et curieusement, je devais aller avec mon petit frère et sa femme et ses enfants. Lui, il attendait un ami, donc depuis 9 heures. Et l'ami a tellement traîné, il n'est même plus venu. Il est venu peut-être vers les midi. Donc, et c'est comme ça aussi que lui ici,
en train d'attendre son ami, il prend une décision pour dire bon, il n'est pas prêt, on se retrouve au 12. Quand on se retrouve au 12, chacun dit non, bon, je n'ai pas dit à mon frère que non, par rapport, on a failli faire un accident, je n'ai pas dit à mon petit frère que non, mais j'ai senti comme quelque chose me disait que non, descends la voiture et retourne. Je n'ai pas dit ça. On a payé un peu de vivres pour nous, après on est parti. Je récupère mon petit frère et sa femme et ses enfants, on prend un véhicule, on s'embarque, on arrive bien en tout et on prend un clando qui nous amène en tout chez papa. Le voyage aller se passe donc bien, enfin presque, puisque plus tôt dans la journée, au niveau du pont de Vendo, ils ont déjà frôlé un accident. À ce moment-là, Flavien a eu une intuition de descendre et partir, mais il ne l'a pas écouté. Le voyage retour sera une autre histoire. Là, on est aux environs maintenant de 14 heures. 14 heures. Jeudi 17 août. Jeudi 17 août. J'ai terminé la vie. On commence à arrêter les voitures. Les voitures passent. Mais c'est comme s'il y avait 40 voitures. Une voiture vient, on arrête, elle passe. Là, on est vers les 15 heures. Vers les 15 heures maintenant, une voiture, une Mitsubishi, arrive. On arrête, il s'arrête. Mon petit frère, on monte derrière. Quand on monte derrière, on a trouvé un homme et une femme derrière. Comme assis carrément, pas sur les chaises, mais carrément sur dans la voiture. Sur le plancher. Sur le plancher de la voiture. Ouais. Donc, et leur dos était adossé. On monte, on part. Arrivé entre la maison et là où on a fait l'accident, c'est un abandon il y a 4 km. D'accord. Et c'est comme ça, j'avais un sac et j'avais ma Bible. J'avais ma Bible. Mais j'ouvre mon petit sac, je mets la Bible à l'intérieur du sac. Et puis je ferme. Je touche mes poches, voir si la fermeture est ouverte. Donc la fermeture est fermée. Bon, j'ai parlé avec mon petit frère. Ça n'a même pas fait 5 minutes. J'entends seulement boum. Et là, en un instant, c'est l'accident. Flavien ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais tout ce qu'il a entendu, c'est un choc violent et brutal, et il se retrouve par terre. Quand je me réveille, je n'ai même plus la pensée que non, j'étais à mon petit frère, rien. Mais je prends mon téléphone, je le fais bien la fermeture, j'ouvre la fermeture, je prends mon téléphone, je compose le numéro et je dis à ma femme, là on est 15h30. Et je dis à ma femme chérie, elle me dit oui, allô. Donc elle, en cuisine, elle faisait les préparatifs du 17 août. Mais quand je l'appelle, elle met le haut-parleur. Oui, mon chéri. Et je dis à ma femme, je crois qu'on a fait l'accident. Elle me dit bon. Et quand je lui ai dit ça, les gens viennent autour. Et là, tu étais allongé par terre. J'étais allongé par terre. L'accident était déjà fait, vous avez déjà... L'accident était déjà fait. Tu n'as pas eu le temps de voir qui vous avez cogné. Non, je n'ai rien vu. Juste entendu boum. Wow. Quand j'ouvre les yeux, je me retrouve au sol. C'est là. Donc tu ne sais même pas combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez été percuté et le moment où tu ouvres les yeux. Tu sais pas. Je sais seulement que non, quand juste entendu un choc, boum. Donc dès que j'ai entendu le choc, quelques secondes après, justement ouvert les yeux. C'est là où je prends le téléphone, j'appelle ma femme, je compose le numéro. Je dis chérie, elle me dit oui. Je dis, je crois qu'on a fait accident. Elle me dit oh, comment tu peux dire ça? Et les gens autour venaient dire oui, c'est vrai, ils ont fait l'accident, mais c'est lui qui est le plus touché. Donc j'ai eu le côté de la hanche, donc l'os s'est cassé à l'intérieur, donc il était carrément quitté. Mais le bras, comme
comme j'avais un long haut, je ne sentais pas. Et c'est comme ça que ma femme et la femme de mon petit frère, les enfants de mon petit frère et maman commencent à pleurer. Non, venez vite, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Après on dit non, arrachez le téléphone. Donc maintenant, quand on me prend le téléphone, c'est quelqu'un maintenant qui parle de mon téléphone. Donc on est à quel niveau, on a même ici, ici, donc ok. Papa arrive, ma femme aussi arrive. Mais quand ma femme arrive sur le lieu, c'est qu'elle dit, elle a voulu pleurer, elle a vu vraiment le lieu. Mais quand elle est arrivée à l'endroit, elle dit qu'elle a senti comme une paix qui descendait et qui l'envahit. Et quand cette paix-là l'a envahi, elle a dit non, sûrement que non, c'est un signe que non, mon mari ne va pas mourir. Et par contre, les gendarmes viennent, donc je ne sais pas qui a appelé les gendarmes autour, ils sont venus. Ce sont les gendarmes qui nous transportent et qui nous amènent au dispensaire de tout. Et c'est au dispensaire de tout que ma femme vient nous trouver. Et monter. Donc tous ceux qui avaient fait un accident. Combien de personnes? Au nombre de 7. 7. Mais je vais révéler un peu, là où on avait fait l'accident, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas qu'on a envoyé une voiture. Je dis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il se peut que le chauffeur ait un peu dormi. Et je dirais que je bénis Dieu parce que le caillou là, on ne sait pas comment ça fait. Ou quelqu'un avait travaillé et il a déposé ça là. Ça faisait vraiment des années. Donc c'est ce caillou là qui a permis en fait qu'on ne tombe pas sur le pont. D'accord. Un caillou ou un caillou. Donc c'est ce caillou là qui a permis qu'on ne tombe pas sur le pont. Maintenant, on est au dispensaire de tout. Ma femme arrive, elle est tout à manger. Mais elle voit vraiment que non, je mets un choc au pied. Donc quand elle m'appelle mon chéri, je réponds non. Quand elle m'attrape et elle fait glisser ses mains sur mes bras. Donc elle sent que le bras là, que non, il y a quelque chose. Elle constate que le bras est cassé. Elle va voir l'infirmière. Elle dit à l'infirmière, je crois que son bras est cassé. Tu sais ça que l'infirmière lui fait? Non. Elle vient se dire, oh, mais il a un bras cassé. Quand je vois. Mais à ce moment-là, la douleur, il n'y en a pas. Je ne sens pas de douleur. Je ne sens rien du tout. Je ne sens rien du tout. Mais sinon, c'est ce que je sais, que le bras aussi a un choc. D'accord. Bon, là, à ce moment-là, faisons un peu un récapitulatif de l'état dans lequel tu te trouves. Donc là, tu as un bras cassé. Oui. Tu as une hanche cassée. Et gauche, pied gauche ou pied droit? Gauche. Pied gauche. C'est cassé. Quel autre? Quoi d'autre? Et j'ai eu un choc, tu vois, au niveau de la tête là. Il y a une cicatrice là. Un choc sur le front. Et l'autre pied, il est intact? L'autre pied, il est parfaitement intact. L'autre main? L'autre main intacte. D'accord. Wow. Ok. Et donc, tu es au dispensaire? Donc, je suis au dispensaire de tout. Maintenant, papa arrive, comme je disais, ma femme aussi arrive. Maintenant, le gars qui était à bord, derrière, avec moi, et la femme à côté, appelle maintenant ses connaissances. Ses connaissances aussi arrivent. Maintenant, le dispensaire de tout me dit non, ce cas-là, je ne peux pas le gérer. Le cas-là, tout le monde ici a les bras cassés, le pied cassé, donc ici, ce n'est pas possible, il faut aller sur Libreville. Libreville et tout, c'est 38 km. Et c'est pour ça qu'on nous met dans une pick-up, on est carrément tous allongés. Allongés. Avec l'état de la route. Avec l'état de la route, les secours, c'est tout. Et les secours. Donc, quand on sait que tu n'as plus besoin de crier, en ce qui me concerne, je faisais souvent Mais là, tu commences à sentir la douleur, non? Oui, pourquoi? Parce que quand la voiture roule, tu vois, il y a l'accident, tu sens que non, tu as mal. Et c'est comme ça que quand on arrive
au niveau du neuf, le chauffeur, donc les gars qui sont venus prendre dans leur voiture, mais seulement, j'ai oublié un détail. Ils ont dit non, pour monter dans leur voiture, c'est payant. Et quand c'est payant, ce n'est plus. C'est plus le tarif normal. C'est plus le tarif normal. Maintenant, c'est 5 000. Mon Dieu. Donc là, c'est les particuliers qui vous prennent dans leur voiture comme ça, ils augmentent le tarif, c'est 5 000. C'est 5 000. C'est à prendre. C'est même pas dans une ambulance que vous non, partez. il n'y a pas d'ambulance. Le dispensaire, on n'a pas d'ambulance. C'est la vérité du pays, mais c'est comme ça. Il vient d'avoir un accident de la route. 7 personnes sont touchées. Et Flavien est le plus grave. Il a été percuté par son côté gauche. Il a ses 2 membres côté gauche qui sont fortement endommagés, en plus d'une blessure à la tête. Et là, faute de soins médicaux suffisants, ils embarquent à l'intérieur d'un pick-up. Ils sont tous derrière, allongés à même le plancher. Et le chauffeur fait payer à chaque accidenté 5 000 francs. Et c'est comme ça maintenant qu'arrivé au 11, donc le chauffeur commence à faire bon. On voulait laisse à l'hôpital militaire. J'ai ma femme qui s'oppose, dit non. Mon mari, il n'est pas à l'hôpital militaire. Si vous voulez, vous allez au CHU. Vous nous laissez au CHU. Et c'est comme ça, tous les malades vont dire ah non, l'hôpital militaire, on ne veut pas, on part au CHU. D'accord. Maintenant, quand la voiture gare, les brancardiers arrivent, ils me prennent. Maintenant, quand ils me prennent, ils me tirent au pied. Ils tirent pour voir que non, si ça peut encore s'emboîter. J'ai crié, je m'ai hurlé, mais ça n'a pas marché. Et c'est comme ça. Mon petit frère, lui, il était dans son coin, mais ça qui, comme m'avait relaté par rapport à mon petit frère, on lui demande tu as fait l'accident. Il dit non, moi je n'ai pas fait l'accident. C'est mon grand frère qui a fait l'accident. Ok, lui, il avait eu un choc. Il était traumatisé. À la tête. Ouais. Donc, quand il regardait, il pouvait voir un mur, il voit un côté blanc, un côté jaune. D'accord. Et c'est comme ça qu'on me met dans une salle, dans une salle de réanimation. Il faisait tellement frais à l'intérieur que moi, j'avais chaud. J'ai fait particulièrement peut-être 4 à 5 jours. Parce qu'on a fait l'accident un jeudi, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, on m'a mis dans une chambre. Pour essayer un peu de voir mon évolution, tout. Mais, curieusement, après un temps, mon ventre était allongé. Et les médecins sont venus. Vu ma situation, ils ne savaient pas comment faire. Il fallait qu'un médecin se décide. Et il y a un médecin que je vois, que je peux dire que je bénis Dieu, qui a pris le courage. Il a dit non, lui là, je le prends comme mon malade. On l'appelle Dr Nzingue. Il est même directeur adjoint au CHU. Maintenant, c'est comme ça, lui-même dit bon, il faut prendre soin. Mais, curieusement, comme nous avons une carte, 2 cartes et une carte grâce à loi, je voulais utiliser la carte grâce à loi, mais la carte grâce à loi passait par là-bas. Donc, il fallait que je puisse prendre l'argent de ma propre poche pour faire des radios. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à appeler la famille à gauche à droite. Les gens se sont manifestés. Jusqu'à ce que le peu de temps que je fais de jeudi à lundi, il y a déjà plus de 500 000 qui est passé comme ça.
Maintenant, quand je vais faire la radio, ils voient que j'ai la hanche, donc j'ai une hanche qui est cassée, complètement cassée. Et au niveau du bras gauche, net au bras, ils ont aussi que c'est cassé. Mais, et c'est comme ça que le docteur qui me suivait est venu, il m'a mené une fois au bloc, essayer de voir s'il peut, essayer de voir s'il peut rejoindre l'os là, mais ça n'a pas pu. Après, il m'a dit que non, ce genre d'opération-là, il le fait, mais il n'y a pas de machine adéquate pour le faire ici. Donc, il faudrait que non, je sois évacué. Et en ce temps-là, on sollicitait le concours de la grande GS, mais d'après les résultats, on avait appris que comme l'État devait la Tunisie et le Maroc et l'Afrique du Sud, ils avaient tout bloqué. Que non, ne peut que partir soit à la Tunisie ou à l'Afrique du Sud par ses propres moyens. Et gloire soit rendue à Dieu que la voiture que j'avais pris était assurée. Était assurée par ça. C'est le privilège que j'ai eu. Sinon, je serais infime à vie. L'assurance maladie qui couvre Flavien n'étant pas valable au CHU, Flavien court donc le risque de supporter toutes les charges lui-même. Heureusement, la voiture dans laquelle il était et qui a été accidentée était assurée. C'est encore une interpellation pour ceux qui conduisent véritablement de veiller à ce que l'assurance de leur voiture soit toujours à jour. Sans cela, Flavien aurait définitivement perdu l'usage de ses jambes, faute d'argent pour payer les soins. Donc c'est comme ça quand le médecin arrive, il me dit, bon Flavien, bon, ta situation est grave, mais comme tu es assuré, comme la voiture qui t'a tamponné est assurée, on va commencer à faire les papiers et essayer de voir comment tu peux être évacué. Et c'est comme ça aussi qu'on a demandé que, bon, tu veux que ton malade va où? Lui, il a dit en France, à Dijon. Il a envoyé les papiers, il a envoyé ça à AXA. AXA a dit non, Dijon, c'est trop. Parce que Dijon, c'est que quand tu arrives à Paris, tu descends à Paris, tu prends encore un autre vol. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un endroit à Paris-Centre? Et c'est comme ça qu'on a trouvé la clinique Saint-Joseph. Par contre, si on partait à Dijon, on partait au CHU. Donc, c'est comme ça que quand je me donne du temps que je fais l'accident, le 17 août, donc je mis 7 mois au CHU. 7 mois au CHU d'Ouvélo. D'accord, avant d'être évacué pour Paris en France. Waouh. Donc, et là, à ce moment-là, ton état, c'est toujours pareil. On a essayé d'opérer, mais rien. Mon état était toujours pareil. Par contre, mon médecin, il m'a opéré au bras, parce que ça, il pouvait le faire. Quand il m'a opéré au bras, comme je faisais la kiné. D'accord. Donc, au fur et à mesure que je faisais la kiné, mais le bras était bien, ça fonctionnait. La personne qui me faisait la kiné a vu mon médecin, a dit que non, il faudrait qu'on trouve la solution pour son bassin. Et donc là, tu étais allongé? Oui, toujours allongé. Toujours allongé. 7 mois. 7 mois allongé. 7 mois. Et j'ai béni Dieu que je n'ai pas eu les escarres. Par contre, une fois, j'ai ma femme qui commençait à avoir des boutons au dos, mais la manière qu'elle a regardé mon dos, je sentis que c'est comme si elle me cachait de quelque chose. Mais je disais, chérie, il y a quoi? Elle me dit non. Mais c'est après qu'elle me dit que non, c'était comme si c'était les signes des escarres. Et les médecins et les infirmiers
il disait que c'est ça même qui est plus dangereux quand tu as les escarres. Parce que il se peut que la maladie qui t'a amené là-bas, tu es guéri, mais ce sont les escarres qui vont tuer soit le malade. Wow. Donc voilà maintenant, une fois que je me retrouve à Saint-Joseph, c'était au 14e arrondissement à Paris. 5 jours après, on me fait les visites. Donc, 5 jours, on fait les visites et on me programme. Quand on me programme, on opère maintenant la hanche et on me met une prothèse de hanche. Et eux, ils ont un système qu'une fois qu'on t'a opéré par rapport à la hanche, le lendemain, tu te mets sur les béquilles et tu commences à marcher. Et c'est comme ça, ils m'ont amené 2 béquilles, ils m'ont dit non, il faudrait que tu puisses commencer à marcher. Après, ils ont remarqué que non, je les ai dit non, moi aussi, j'aurais fait un accident au bras, le choc aussi était au bras, le bras était cassé. Après, ils ont dit bon, d'accord, ils ont maintenant fait une radio. Donc, ils ont vu que là au bras, l'os n'était pas joué comme ça. Donc, il y avait une ouverture. Donc, ça ne pourrait pas... Tu ne pourrais pas te tenir d'appuyer dessus. Et c'est comme ça qu'ils pensent que non, il faut faire une autre opération. L'opération qui m'avait amené en France, c'était la prothèse de hanche. Il fallait que je fasse une prothèse de hanche. Mais les médecins ont vu que non, vu le bras, non là, ils ont fait, ils m'ont opéré le bras sans l'avis de l'assurance qui est ici, AXA du Gabon. Parce que quand ils avaient envoyé la nouvelle, AXA du Gabon disant que non, on a aussi opéré le bras. AXA du Gabon avait dit que non. Quand on vous l'a envoyé, c'était pas pour le bras. C'est la vie de quelqu'un, donc ils l'ont fait. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé opéré et le bras en même temps parce qu'ils m'ont monté les clichés. Bon, mais là où c'était beaucoup plus choquant, après l'opération, 2 jours, 3 jours après, on me dit que non, tu voyages, tu reprends l'avion, tu repars de l'avion. C'est là où je suis scandalisé. 5 jours après l'opération. 5 jours après l'opération. Sans attendre la rééducation. Sans attendre d'abord que je puisse guérir. Donc, je saigne encore. Et on m'avait donné 2 poches de sang. Et comme mon médecin aussi était venu, mais il était parti à Dijon, il était venu avec un malade pour lui opérer à Dijon. C'est comme ça que je l'appelle. Je dis bon, voici la situation. Ça fait au moins 5 jours qu'on m'a opéré, mais là où je ne peux pas là, j'ai une poche de sang. On m'a mis une pose de sang. Après, il dit, dans la logique, je ne devais pas voyager. Il fallait d'abord qu'il puisse attendre que je sois guéri. Il a voulu parler à l'un des médecins, mais dommage qu'il n'y avait aucun médecin ce jour-là qui était à côté de moi. Il m'avait promis même que non, il allait faire un tour à Paris. Donc, le jour qu'il arrive à Paris, donc il quitte Dijon pour Paris, moi je voyage comme aujourd'hui, lui vient demain. Donc, on a eu c'est comme ça. D'accord. Donc après 5 jours d'opération, après 5 jours après l'opération, tu as repris le vol. J'ai repris le vol, mais j'ai oublié quelque chose. Avant de reprendre le vol, ils avaient annoncé que non, je devais partir, par exemple, demain, mais Air France est en grève. Donc, quand Air France était en grève, ils ont encore rapporté le vol. Donc, ça a duré comme ça pendant 2 fois. Donc, c'est comme ça, après un temps, je suis revenu. Mais dans leur pensée, ils disaient que quand je reprends le vol, je vais directement à la maison avec les blessures. Et c'est là où j'ai appelé des parents qui ont appelé AXA du Gabon, a dit que non, c'est impossible, vous ne pouvez pas
accepter que non, quelqu'un qui vient à peine de se faire opérer, vous l'envoyez directement chez lui à la maison et qui va s'occuper de lui. Donc, AXA du Gabon a été obligé de renégocier avec le CHU. Et quand ils ont renégocié avec le CHU, ils ont dit au CHU, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore payé, mais puisque eux se disaient que quand on les a exposés que non, que moi, eux, ils m'ont exposé en disant que je vais directement à la maison, les parents n'étaient pas d'accord, en disant que si ils le faisaient, on les portait plainte. Si quelqu'un n'est même pas encore guéri, il vient à peine de se faire opérer, vous l'amenez à la maison, qui va le surveiller là-bas. Et c'est comme ça que ma femme reste à Paris. Donc, ton accident c'était 17 août 2017. 17 août 2017. Wow. 17 août 2017, tu te fais donc opérer en avril-mars 2018. En mars. Mars 2018, tu te fais opérer à Paris. Oui. Et quelques jours plus tard, tu reviens. Je reviens au CHU. Au CHU, que j'ai fait encore 3 mois. 3 mois. Au CHU. Pour une rééducation. Pour une rééducation et me soigner aussi les blessures que j'avais. Superficielles. Waouh. Mais pendant tout ce temps, le temps que je fais au CHU depuis l'accident, les 7 mois, je ne marchais pas, donc je faisais tout là. Et il y a un détail que j'ai oublié, qui est vraiment que je bénis Dieu pour la femme qui m'a donné. Qui m'a donné. Parce que je faisais donc, je pissais là, je pissais là, elle me lavait là. Je faisais tout là. Parce que je n'avais pas la possibilité de me redresser. L'hôpital m'avait recommandé. Flavien passe pas moins de 10 mois allongé, ne pouvant pas se mettre debout, ni même se redresser. Pendant ces moments, il est totalement dépendant de sa femme, qui fait tout pour lui, sur place. Son corps est donc meurtri, immobilisé à terre. Mais que se passe-t-il dans l'esprit de Flavien à ce moment-là? Ah, ça c'est une autre question. Maintenant, tu vois que dans ma pensée, j'ai eu beaucoup de regrets. C'est là où j'ai vu l'importance quand quelqu'un peut se tenir debout. Quand quelqu'un peut être libre et que tu peux marcher. Par exemple, les choses que je faisais, par exemple, quand je faisais les selles dans un pot comme un enfant, je m'as choqué pour dire les choses que je n'espérais même pas. Et c'est là, ça m'avait. Donc j'avais beaucoup de pensées. Et la première fois que ma femme m'a fait asseoir sur un tricycle, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. Elle a vécu énormément. Même quand elle m'a regardé, elle m'a dit non, c'est rien. Parce que j'avais la pensée en disant que tu n'as plus jamais marché. Non, pas que je ne veux plus jamais marcher, que c'est moi qui se retrouve dans cet état sur un tricycle. Je pouvais voir des gens dans des tricycles, mais me voir moi, un jour, non. Même quand je suis parti en France étant évacué, je n'avais pas la pensée que si un jour je vois la France, c'est pas allongé. Sur Civière. Je suis parti à Civière, je suis revenu en Civière. Wow. Mais je bénis Dieu pour ça. Moi, c'est beau, surtout quand je pouvais voir quelqu'un debout, quelqu'un marcher. Vraiment, je pensais qu'il est vraiment, rien n'est beau, rien n'est important quand tu peux se tenir sur tes deux pieds. Rien n'est beau quand tu peux se déplacer, aller tourner aux toilettes. Mais là où tu ne peux plus rien faire. Tu sens que tu es complètement dépendant des autres. Et ça, c'est difficile. C'est comme ça. Mais au fur et à mesure, j'ai accepté ça. Parce que je dirais, bon,
tout ce que Dieu fait bon. Comme l'Écriture dit que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Quelqu'un peut citer cette Écriture, mais vivre cette Écriture, c'est autre chose. C'est plus facile de citer ça, mais quand tu vis la chose... C'est vrai. Maintenant, ça c'est bien sûr, tu apprécies plus le fait d'être debout parce que tu n'as plus cette possibilité. Finalement, tu vois ce que ça représente. Et maintenant, concernant ta vie, au moment où tu vois que peut-être, je suppose que ça t'a traversé l'esprit, que peut-être tu ne marcherais plus jamais. Non, par contre, il y a un détail, il y a mon médecin avec des collègues médecins. Et l'autre médecin dit à mon médecin, faut déjà nous préparer en lui disant que non, il ne marcherait plus. Mais curieusement, quand mon médecin venait me voir, il me voyait, j'étais toujours joyeux, que non, je suis joyeux. Mais lui, c'était difficile, mais je voyais même que non, il m'esquivait parfois. Parfois, il partait. Mais bon, il ne m'a pas dit cela, mais j'ai les échos. Sûrement, l'autre, comme il avait fait, comme l'autre qui lui avait dit que non, il faut déjà le préparer, moralement disant qu'il ne pouvait plus marcher. En ce temps-là, comme je disais que la Cangelès était bloquée. Donc, lui, il avait fait tous les papiers par rapport à son malade pour aller soit en Afrique du Sud, ou bien en Tunisie, ou bien au Maroc. Ça n'a pas marché. Après, il se disait souvent que les assurances là sont trop bizarres. Est-ce que. Mais, grâce à Dieu, Dieu m'a mis sur le pied. D'accord. Donc aujourd'hui, tu as laissé les béquilles, tu n'as plus de béquilles, tu as repris, tu n'as pas totalement repris le travail que tu avais parce que tu étais peintre et donc maintenant tu ne peux plus faire ces activités physiques. Non, la peinture, le médecin m'avait dit non, par rapport au travail que je fais, je ne peux plus le faire parce que j'ai une prothèse hanche. Parce que quand tu fais la peinture, tu dois te courber. Tu dois te courber, tu dois monter aux échelles et tout ça. Donc il m'a dit d'arrêter ça. Et je ne peux plus tout me courber, je ne peux plus monter sur les escabeaux. Mais il a envoyé une note. Il a envoyé une note de changer. Il a envoyé une note à l'entreprise de changer la poste. Changer de poste, d'accord. Ok. Donc maintenant, dans ton esprit, au moment où tu es au plus mal, au moment où tu doutes, tu es allongé depuis 7 mois ou tu es allongé depuis 7 mois à l'hôpital, au moment où tu doutes, est-ce que tu regrettes déjà quelque chose de la vie? Est-ce que tu regrettes certaines choses que tu n'as pas fait, que tu aurais dû faire à ce moment-là? Tu sais, quand j'étais là où j'étais allongé, j'étais à côté d'une belle vitrée. Je pouvais voir le soleil se lever, le soleil se coucher. Et je pouvais apercevoir le bus de mes liens passer de temps en temps. Tu comprends, non? Et regretter, la seule chose que je peux regretter, c'est de dire que si j'avais su, si j'avais obéi à cette pensée qui venait, qui me disait que non, descends la voiture, dis que non, tu n'es pas vu. C'était la seule chose. C'était la seule chose. Il se peut que si je disais ça, il se peut que mon petit frère n'avait pas fait l'accident, moi aussi je n'avais pas fait l'accident. Mais si tu avais écouté cette voix. Dommage. Je dis bien que si j'avais écouté une fois libre, oui, mais comme c'était comme une pensée qui venait, donc j'ai négligé cette petite pensée. Tu as fait une erreur. Donc, et c'est comme ça. Mais je me dis que le lendemain, il y a que Dieu seul qui sait ce qui peut arriver. Et je me dis qu'il y a beaucoup de choses que Dieu m'a épargnées, que soit je ne pouvais pas voir, soit aussi j'ai vécu. D'accord. Et pendant ce temps, c'est quoi le mouvement dans la famille? Est-ce que les gens sont avec toi?
Est-ce que les gens t'ont abandonné? Est-ce que les gens ont pensé que finalement il va mourir, donc ça ne vaut plus un peu? C'est quoi autour de toi? Ok. Bien, ça c'est une très belle question. Je me rappelle quand les gens autour de la famille, tu sais que quand tu fais un accident, c'est à partir de là que tu vois qui est avec toi ou qui n'est pas avec toi. Je me rappelle, on a une maison à Bellevue qui est une maison plus de, je peux déjà dire, 50 ans. Et une personne de la famille avait décidé de vendre cette maison-là. De vendre cette maison-là. Selon la personne, elle avait dit que c'était pour m'envoyer en Afrique du Sud ou bien au Maroc. Donc, et après, pour qu'on aille te soigner, je vais vendre la maison. Et puis, okay. Maintenant, quand cette nouvelle était venue à mes oreilles, j'ai appelé mon papa qui à ce temps était encore vivant. J'ai dit non. Et maintenant, si je te montrais les factures de l'opération que je lance, l'opération que je et le bras et la prothèse de l'ange et le vol que j'ai pris sont partis à plus de 70 millions. 70 millions. Donc, ils avaient la pensée de vendre une maison de 11 millions. Tu vois, il y a un match. Ouais. Il y a un match. Mais dans la famille, cela m'a permis de voir qui peut venir à mon aide et qui ne peut pas. Wow. Et heureusement qu'à ce moment-là, tu as ta femme qui m'a toujours soutenu. Qui t'a toujours soutenu. Donc, c'est comme ça. Maintenant, le concept des vidéos que je partage, c'est vivre son rêve. Finalement, est-ce que à ce moment, tu t'es dit, il y a peut-être quelque chose que Dieu me mettait à cœur que j'aurais dû faire, ou bien vraiment, si je m'en sors, quand je vais m'en sortir, parce que tu es sûr que tu vas remarcher, quand je vais m'en sortir, je crois que je vais faire ça. Parce que finalement, on ne sait pas quand est-ce qu'on peut partir. Bon, ça c'est une très belle pensée, c'est une belle question. Tu sais, il y a beaucoup de choses que je vis toujours. Parce que l'être humain, il y a parfois, quand tu es dans une situation, tu peux promettre à Dieu. Une fois que Dieu t'est rétabli, sur par exemple 10 personnes, il y a peut-être 2 qui réalisent. Moi, je me suis toujours dit que l'avenir, je ne connais pas. Et je me suis toujours dit que Dieu seul savait que cet accident-là m'arrivait. Il m'a épargné la vie. Le peu de temps qu'il me reste à vivre, le seul désir que j'ai dans mon cœur, que Dieu me conduise à faire son ensemble. Amen. C'est que s'il arrive un jour que je veux mourir comme je suis un mortel, que cette écriture qui dit que la seule écriture que je veux que je sois est mort en Christ. Au moins quand quelqu'un meurt en Christ, il y a de l'espoir. Maintenant, il y a des gens comme nous, tu n'es plus très très jeune, d'accord, par rapport à moi par exemple, et par rapport à d'autres jeunes, il y a des jeunes qui sont là, qui ont encore vraiment leur vie devant eux, grande devant eux, et qui n'ont pas vécu ce que tu as vécu, d'accord. À ce genre de personnes, qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes en te référant à ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes sur leur vie, sur comment ils devraient finalement, sur quoi ils devraient se concentrer, par exemple? Ok. Moi, je pourrais dire à ces personnes que la voie à laquelle il faut suivre, c'est la voie de Dieu. C'est la voie de Dieu. Parce que quand tu suis la voie de Dieu, tu es épargné de beaucoup de choses. Tu es épargné de beaucoup de choses. Et s'il peut t'arriver quelque chose, Dieu lui-même saura comment te faire sortir de cette situation. D'accord. Parce qu'il y a parfois, on peut donner
un conseil, je vais dire, bon, ça c'est bien plus bon, reste ça. Chacun de nous, Dieu seul sait sur quel terrain marche. Mais pour être sage, vaut mieux suivre la voie de Dieu. Quand tu suis la voie de Dieu, tu obéis à Dieu, que tout ce que Dieu nous recommande, quelqu'un puisse le faire, vraiment. Mais je veux me référer à une écriture dans Ecclésiaste qui dit jeune homme, réjouis-toi. Marche selon le désir de ton cœur, mais il y a une autre écriture qui descend quand tu es un peu plus bas, qui dit que sache que tu comparaîtras au jugement un jour. Or, comme j'ai toujours eu l'habitude de dire que je préfère tomber entre la justice des hommes, mais que de tomber entre la justice du Dieu Tout-Puissant. Je n'aurai aucune raison. Sur toute la ligne, j'aurai tort. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir encore de partager ça avec toi. Et merci encore de partager ça avec les autres aussi, d'autres jeunes, parce que c'est important. Nous sommes jeunes, nous sommes encore très vigoureux. On a des rêves plein la tête et on veut les réaliser. Et c'est important que chacun comprenne ce qui est véritablement important dans la vie. Parce que même si on veut réaliser des rêves, on ne doit pas être prêt à tout et risquer tout. Parce qu'il y a des choses qui sont très importantes. D'accord? Et c'est toujours bien d'entendre des gens qui ont vécu certaines choses nous le rappeler, finalement, pour qu'on ne s'éloigne pas de l'essentiel. Merci encore. 2 ans passés après son accident, et Flavien peut aujourd'hui de nouveau se tenir sur ses 2 jambes et marcher presque correctement. Cependant, il ne peut plus courir ou même recommencer son travail de peintre. J'ai tenu à partager cette histoire avec vous parce que je crois que nous ne sommes pas obligés de vivre ce genre de situation pour décider de reprendre le contrôle de notre vie. Des exemples comme ceux-ci doivent suffire pour nous faire prendre conscience que la vie peut s'arrêter ou changer à tout moment. Ainsi, pour ne jamais avoir de regrets, j'ai décidé, moi, pour ma vie, que je vivrai chaque jour pleinement engagé à réaliser le rêve de Dieu en moi. Et toi, que décides-tu? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et surtout de partager afin de faire profiter à tout le monde. À la prochaine vidéo.